Les coronavirus humains sont des virus à ARN enveloppé qui comportent une nucléocapside icosahèdrique entourée d'une enveloppe sphérique et qui comporte des protéines de surface appelées des spicules, ce qui confère au virus une disposition particulière en microscopie électronique en couronne, d'où leur appellation. Ces virus sont présents à la fois chez l'homme et chez les animaux vertébrés. À l'heure actuelle, on compte 6 coronavirus qui sont impliqués en pathologie. À l'heure actuelle, on compte 6 coronavirus qui sont impliqués en pathologie humaine, dont 4 qui sont responsables de pathologies bénignes et qui ont des tropismes qui sont différents selon les différents virus. Nous avons le tropisme respiratoire, neurologique, hépatique et digestif. Par ailleurs, il y a le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Découvert en septembre 2012, il est transmis à l'homme à partir des dromadaires, mais il n'y a pas de transmission interhumaine. Il sévit encore à l'état actuel et on note de temps à autre des cas sporadiques. Et il y a le coronavirus du syndrome respiratoire aigu, le SARS-CoV-1, qui a causé une épidémie entre 2002 et 2004. Après, aucun SARS-CoV-2 n'a été isolé jusqu'à décembre 2019, où un virus qui lui est proche sur le plan phylogénétique a été découvert en décembre 2012 et que l'OMS a appelé SARS-CoV-2 et qui était responsable de la pandémie Covid-19, qui a causé un problème de santé publique mondial. La Covid-19 est caractérisée par des signes non spécifiques et une symptomatologie variable, allant d'un simple rhume à une détresse respiratoire aiguë pouvant évoluer vers le décès. D'où l'intérêt d'un diagnostic virologique précoce et fiable. À l'heure actuelle, selon le dernier rapport de l'OMS, on compte environ 767 millions de cas confirmés de Covid-19, avec un nombre de décès avoisinant les 6 950 000. Au Maroc, le nombre de cas confirmés à l'heure actuelle est de l'ordre de 1 275 cas et le nombre de décès est de l'ordre de 16 297. Mais la situation épidémiologique est stationnaire depuis quelques mois, avec en moyenne une trentaine de nouveaux cas répertoriés par semaine et aucun décès. Le SARS-CoV-2 est un virus qui se transmet par voie aérienne. Il a une transmission interhumaine directe ou indirecte, et une fois à l'intérieur de l'organisme, il va se fixer au niveau des cellules cibles. Ces cellules cibles, ce sont les cellules ciliées des voies aériennes supérieures, les pneumocytes type 2 et les cellules de la muqueuse intestinale. Ce sont les seules cellules qui comportent son récepteur spécifique qui est l'ACE2. Alors quand les autres organes sont touchés, là c'est surtout par l'effet immunopathique du virus et non pas par son effet cytopathique. Et là, au niveau de la cellule cible, les voies de pénétration il existe 2 voies de pénétration, soit par la membrane de fusion, soit par endocytose. À l'intérieur de la cellule cible, une fois au niveau du cytoplasme, le virus va libérer son matériel génétique. Ensuite, il y a la transcription de la polymérase protéique virale. Ensuite, il y a la synthèse de l'ARN viral. Puis, il y a la synthèse des protéines structurales.
l'assemblage avec la nucléocapside, la formation de nouveaux virions et la libération de ces virions. Les étapes de cette réplication virale sont importantes à connaître parce que c'est là où va agir les thérapeutiques antivirales, que je ne vais pas détailler parce que ça fait partie d'une autre présentation. À noter que le SARS-CoV-2 se fixe au niveau de la cellule cible à travers sa glycoprotéine de surface, qui comporte deux monomères S1, S2 et un site de clivage, et va activer la voie de signalisation de l'interféron 1 et l'interféron 3, ce qui va être responsable du phénomène inflammatoire. Cette réaction inflammatoire peut être modulée et rester localisée, comme elle peut évoluer vers ce qu'on appelle l'orage cytokinique, qui est constitué d'une cascade de réactions d'activation cytokinique chez certaines personnes. Alors, selon les travaux de l'équipe de Jean-Laurent Casanova, alors chez les personnes qui sont jeunes et qui n'ont pas de tard particulier, il y a une implication d'une susceptibilité génétique qui va entraîner une altération de la voie de l'interféron 1 par altération de la voie de la TLR7. Et il y a aussi l'implication des auto-anticorps anti-interféron 1 qui vont se joindre aux dégâts qui sont causés par l'orage cytokinique pour donner la Covid grave. Alors la Covid grave est également associée à des mécanismes d'immunothrombose par une thrombopénie, par augmentation du facteur PAI1 et par diminution de la fibrinolyse. Là aussi, je ne vais pas détailler ces mécanismes parce que ça fait partie d'une autre présentation qui va suivre. Sur le plan génomique, le SARS-CoV-2 est un petit virus qui comporte au niveau de son matériel génétique un ARN simple brun qui comporte 14 ORF ou ce qu'on appelle des cadres de lecture qui codent pour 27 protéines, dont les protéines structurales, principalement la protéine S, la protéine E de l'enveloppe, la protéine de la matrice et la protéine de la nucléocapside. Il y a également 16 protéines non structurales et il y a les protéines accessoires. À noter que le SARS-CoV-2, comme tous les virus à ARN, le génome du SARS-CoV-2, comme tous les autres virus à ARN, subit des mutations. Des mutations parce que ces virus ne comportent pas les enzymes qui corrigent les erreurs de réplication. En plus, ces virus sont sujets à des recombinaisons. Et là, on assiste à la survenue de ce qu'on appelle les variants. Alors, l'OMS classe ces variants en 3 classes. Il y a les variants of concern, les variants of interest et les variants of monitoring, selon le nombre de mutations, le degré de transmission, le risque de transmission et la gravité de la pathogénie. Et depuis le début de la pandémie, on a assisté à la succession de nombreux variants of concern. Et c'est dû à la pression de sélection qui est exercée sur ces variants. Alors actuellement, le variant qui sévit, c'est Omicron. C'est Omicron avec tous ses lignages et ses sous-lignages. Et le sous-lignage qui est le plus fréquent actuellement dans le monde est le XBB.1.5. Selon les données de l'ECDC et selon les données du CDC. Alors au Maroc, ce sous-lignage a également été rapporté lors du dernier rapport du ministère de la Santé et il circule en présence du sous-lignage BQ1 qui provient du sous-variant BA5, toujours de Omicron. Mais sinon, actuellement, il n'existe plus aucun variant of concern, il existe uniquement des variants of interest. À noter également que ces sous-lignages du variant Omicron
ont développé des résistances aux antiviraux qui sont actuellement présents selon le dernier rapport de l'ECDC. Maintenant, sur le plan diagnostique, on peut détecter le SARS-CoV-2 par deux approches, moléculaires ou immunologiques, c'est-à-dire par les tests antigéniques et sérologiques. Alors, si on revient à la cinétique des marqueurs du diagnostic du SARS-CoV-2, on peut noter que les marqueurs moléculaires ont une supériorité par rapport aux marqueurs immunologiques. Parce que déjà, là, la PCR est positive avant le début des symptômes et elle reste positive jusqu'à 2 à 3 semaines après le début des symptômes. Par contre, les tests antigéniques avaient un intérêt pendant le pic de la pandémie. Mais il fallait qu'ils soient réalisés pendant les 4 premiers jours des symptômes. Les tests sérologiques avaient leur intérêt au tout début de la pandémie, quand les tests antigéniques n'étaient pas encore disponibles, mais là, le diagnostic se faisait après un décalage, parce qu'il fallait qu'on attende l'augmentation du taux des anticorps. En ce qui concerne la PCR, alors les cibles les cibles de cette PCR diffèrent selon les différents kits commercialisés, mais au total, il y a 4 gènes qui sont ciblés. Il y a le gène RD-RP-ORF1AB, qui est spécifique pour le SARS-CoV-2, et il y a les autres gènes qui codent pour les protéines structurales et qui constituent des cibles de criblage de première ligne. Alors, pour dire qu'une PCR est positive, on doit avoir les 3 cibles qui sont détectées, ou bien on doit avoir 2 cibles sur 3 dans la cible la plus sensible. Si on a uniquement une cible qui est détectée sur 3 avec une CT qui est inférieure à 33, c'est un échantillon à contrôler. Je rappelle que la CT, ou le cycle threshold, correspond au nombre de cycles de doublage de la cible pour la détecter. Et pour les seuils d'interprétation, alors ces seuils ils sont fixés par les fabricants des tests commerciaux ou les laboratoires durant l'étape de la validation des tests quand ces tests sont mis au laboratoire. Mais il ne faut pas se contenter de la valeur de la CT, il faut aussi voir l'allure de la courbe qui doit être exponentielle. Par exemple, là, nous avons une CT, mais la courbe est inappropriée. Et là, c'est des résultats qui doivent être sortis négatifs. Alors, c'est probablement dû à des problèmes techniques de manipulation. Il y a des fois des bulles d'air qui sont responsables de cette allure. À côté de la PCR conventionnelle qui a connu des avancées depuis le début de la pandémie, avec des tests qui sont de plus en plus simplifiés, avec l'avènement de tests de PCR qui sont multiplexés, qui peuvent détecter 3 ou plusieurs autres cibles ou plusieurs autres virus qui sont incriminés dans la pathologie respiratoire, comme les tests qui combinent le SARS-CoV-2, le virus de la grippe et le VRS. À côté de ces PCR conventionnels, il y a la PCR multiplex par approche syndromique sur film array. Là, c'est une PCR qui est automatisée, elle est simple à réaliser et le délai du rendu des résultats est court, c'est de l'ordre de 1 heure. Cette PCR multiplex détecte le panel qui est incriminé en pathologie respiratoire. Il détecte environ 23 cibles de virus respiratoires, y compris le SARS-CoV-2. Mais l'inconvénient de ces techniques, c'est le coût. Et dernièrement, on a acquis au laboratoire le GeneXpert SARS-CoV-2. Là aussi, c'est une RT-PCR qui est automatisée, qui a une bonne concordance, dont les résultats ont une bonne concordance avec la PCR conventionnelle. Parfois, il y a des ajustements qui sont nécessaires, mais c'est décrit dans le guide d'interprétation. Le temps du rendu des résultats est plus court d'environ 1 heure. Il permet de passer des tests unitaires et ça nécessite une logistique qui est plus légère et moins de temps de formation, bien sûr avec la diminution du risque de contamination des échantillons
et de l'opérateur. C'est une technique qu'on a commencé à utiliser dernièrement parce qu'on n'a plus beaucoup de demandes et ça nous permet de passer des tests unitaires en évitant les déperditions qu'on avait avec les kits de PCR conventionnels. Le rendement de la RT-PCR dépend de facteurs multiples. Ça dépend de la qualité du prélèvement, de la qualité des kits de PCR utilisés et du stade de l'infection. Alors, nous utilisons également des PCR de criblage pour les variants du SARS-CoV-2 pour être orientés vers tel ou tel variant avant d'envoyer les souches pour séquençage par NGS dans les centres spécialisés. Alors, je vais quand même parler des tests immunologiques parce qu'ils nous ont rendu énormément service au début de la pandémie. Alors, je vais commencer par les tests sérologiques parce que c'était les premiers qu'on avait eus. Ce sont les premiers qu'on avait eus. Alors, ils permettent de mettre en évidence les anticorps IgM, IgG et IgA ou les anticorps totaux anti-SARS-CoV-2, anti-S ou anti-N. Il y a les tests rapides immunochromatographie qualitatifs et il y a les tests quantitatifs par ELISA et chimie-luminescence. Il y a également la séroneutralisation qui détecte les anticorps protecteurs. Elle détecte les anticorps qui neutralisent le virus. Alors, les tests immunochromatographiques sont faciles à réaliser, ils sont rapides, mais des fois, on était confronté à des problèmes de lecture. Des fois, on avait juste une trace qu'on ne savait pas si on devait, et on ne savait pas si on devait interpréter le test comme positif ou négatif. Alors, ces tests sérologiques, ils sont peu utiles pour détecter les infections actives parce qu'il y a un décalage entre le début de l'infection et la réponse anticorps. Et actuellement, c'est difficile de différencier entre les infections récentes, les infections anciennes ou une immunité post-vaccinale. Mais la séroneutralisation a toute sa place parce qu'elle détecte les anticorps protecteurs contre un variant émergent. En ce qui concerne les tests antigéniques de détection du SARS-CoV-2, eh bien, ces tests permettent de détecter les protéines du virus, notamment la protéine de la nucléocapside, à partir d'un prélèvement nasopharyngé, nasal ou salivaire. Ils sont recommandés par l'OMS quand ils ont une sensibilité supérieure à 80% et une spécificité supérieure à 97%. Quand les RT-PCR ne sont pas disponibles ou lorsque les délais de réponse sont très longs. Par contre, ils ne sont pas recommandés chez les cas asymptomatiques, sauf chez les cas contacts. Là aussi, c'est un test qui est immunochromatographique. Sa sensibilité est inférieure à celle de la PCR par 2 ordres de grandeur, mais ils gardent leur intérêt pour un dépistage à large échelle. Alors ça, c'est la stratégie de la Haute Autorité de la Santé qu'on a suivie pendant le pic de la pandémie. Alors, chez les patients symptomatiques qui ont un âge supérieur à 65 ans ou avec au moins un facteur de risque de forme grave de Covid, quand les symptômes sont inférieurs ou égales, quand la durée des symptômes est inférieure ou égale à 4 jours, il faut réaliser un test antigénique. Si c'est positif, le sujet est positif. Si c'est, Alors, quand on a cette catégorie de personnes, c'est-à-dire sujets symptomatiques avec un âge supérieur à 65 ans ou avec un facteur de risque, on réalise le test antigénique. Bien sûr, pendant un délai du début de symptômes de 4 jours. Quand c'est positif, c'est positif. Quand c'est négatif, il faut faire la PCR. Quand la durée des symptômes est supérieure à 4 jours, il faut passer directement à la RT-PCR. Par contre, chez les sujets qui sont asymptomatiques ou chez les sujets jeunes sans facteur de risque de complications, on peut se contenter du test antigénique. Si c'est positif, le sujet est positif. Si c'est négatif, le sujet est négatif. Et bien sûr, dans un laps de 4 jours après le début des symptômes. Au-delà des 4 jours, il faut réaliser la RT-PCR. Alors, en cas de réinfection, le CDC a établi des recommandations.
Le délai après la première infection est supérieur à 90 jours, on peut choisir soit le test antigénique, soit le test moléculaire. Alors, si le test antigénique, il faut vérifier le résultat par d'autres méthodes. Par contre, si la réinfection survient dans les 30 jours après la première infection, si le sujet est symptomatique, on peut se contenter... si le sujet est asymptomatique, on peut se contenter d'un résultat d'un test antigénique. Mais s'il est symptomatique, il faut passer à la PCR et il faut passer aux autres tests. Et c'est le cas aussi quand la durée entre la première infection et la réinfection est entre 30 et 90 jours. Donc, en conclusion, au Maroc, bien que la situation épidémique est stable et contrôlée, la veille génomique doit se poursuivre parce qu'à chaque fois, il y a l'apparition de variants, de lignages, de sous-lignages. Les tests de PCR ont dominé les efforts du diagnostic et du suivi du virus jusqu'à présent. Actuellement, ils sont disponibles et ils sont accessibles. C'est pour ça qu'il faut absolument se faire tester en cas de symptômes. Et les personnes à risque de Covid grave doivent éviter le contact avec les malades, renforcer les mesures d'hygiène et se faire vacciner. Et bien sûr, pour contrecarrer cette épidémie, on ne peut contrecarrer cette épidémie que par un engagement collectif et responsable, et ceci au long cours. Et je vous remercie.